La Transat Jacques Vabre est une course transatlantique en double retraçant les routes du café. Organisée pour la première fois en 1993 par la marque de café Jacques Vabre avec 14 marins au départ et en partenariat avec la ville du Havre le 29 septembre 2023 dernier, c'était le départ de la 30e édition comptant cette fois 190 marins et 95 bateaux, une course en double assez impressionnante. L'objectif, être les 4 premiers à aller du Havre jusqu'en Martinique. Des mois de préparation intenses, à la fois psychologiquement et physiquement pour les skippers, leurs co-skippers et tous les membres de chaque équipe. Avec Nausicaa, on a eu l'opportunité de rencontrer l'un d'eux. Quand je réfléchissais un petit peu avec qui j'avais envie de faire cette transat, finalement c'est la personne idéale parce que c'est à la fois un excellent marin et à la fois un technicien hors pair. Et pour prendre en main ce bateau, je veux dire dans sa nouvelle version avec des grands foils, après toutes les modifications qu'on a fait cet hiver, je pense que j'ai fait le bon choix. Présent sur le bateau IMOCA du groupe Apicil, Laurent Bourguès est aux côtés de Damien Seguin pour cette course et je vous propose d'aller à sa rencontre avec nous. Est-ce que tu peux te présenter vite fait pour ceux qui pourraient ne pas te connaître ? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Laurent Bourguès. J'ai 43 ans, je crois déjà. Ça passe vite. J'ai grandi dans le sud de la France à Marseille. Et je suis arrivé en Bretagne il y a 20 ans. 2023, c'est mon 20e anniversaire en Bretagne. Et voilà, je suis venu en Bretagne pour travailler et naviguer sur des bateaux de course au large. Et voilà, donc je suis très content aujourd'hui d'arriver à faire ça depuis une quinzaine d'années. Je travaille et je navigue sur à peu près tous les bateaux de la course au large, que ce soit monocoque, trimaran, petit, grand. J'ai réussi à mettre mon pied un peu partout. Et aujourd'hui, c'est ma première Transat Jacques Vabre. J'ai beaucoup traversé sur des bateaux soit plus petits, en mini 650 ou sur la G2R en Figaro. J'ai ramené beaucoup de bateaux de ce type-là en convoyage retour, donc je fais beaucoup de transats en IMOCA, mais ça sera ma première transat en course sur un IMOCA. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. T'as hâte que ça commence ? Ouais, carrément, j'ai trop hâte que ça commence. Avec Damien, voilà, on a mis le bateau à l'eau au mois d'août. C'est un bateau qui est de 2016 mais qui a été extrêmement transformé en fait pendant l'hiver. Il a été un petit peu pimpé quoi. Voilà, on l'a boosté avec des foils de dernière génération. Donc voilà, je sais pas si t'as vu un peu les images que ça donne, mais ça permet vraiment au bateau de presque s'envoler au-dessus de l'eau. Ça permet d'atteindre des vitesses vraiment rapides et de booster une machine de 2016. On arrive à des performances quasiment équivalentes à des bateaux neufs comme celui d'à côté. Par exemple, on a Massif qui est un dernier né qui a été mis à l'eau cette année. Que voilà, et moi je connais bien toute la partie justement technique à bord des bateaux. Donc c'est un peu ma grosse plus-value dans l'équipe avec Damien pour faire en sorte que ce bateau-là arrive au bout en entier et soit le plus performant possible pour la transat. Donc ouais, non, j'ai carrément hâte. Et ça t'est venu comment cette passion de la mer justement ? Écoute, alors ça vient pas d'hier. J'ai eu la chance quand j'étais petit, j'ai un grand-père qui est toujours là, qui a 94 ans et voilà, qui avait des bateaux de croisière à Marseille. Donc on a eu l'habitude en famille de partir l'été faire de la croisière. Alors c'était pas du tout de la compétition, mais c'est vrai que j'ai pu comme ça apprécier le côté un peu maritime. Et après en fait j'ai vraiment commencé la compétition au lycée avec l'UNSS. C'est vraiment là que j'ai vraiment je faisais de la croisière mais je m'intéressais pas du tout à la course. Alors ça me faisait rêver en voyant les magazines et les reportages à la télé, mais j'avais pas forcément particulièrement envie. Et c'est vrai qu'avec l'UNSS en 4e, j'ai commencé à faire du laser, c'est des petits dériveurs. Et là j'ai été vraiment piqué au jeu quoi, et je faisais beaucoup de musique à l'époque, donc j'ai commencé à en faire de moins en moins et de faire de plus en plus de sport et de voile de compétition. Et en fait c'est parti de là. Et comme j'étais après très attiré par la course au large, j'ai quitté Marseille pour venir en Bretagne en me disant je vais bien trouver des embarquements, et puis ça s'est fait. C'est quoi ton premier bateau du coup ? Écoute, toute première expérience quand je suis arrivé en Bretagne, j'ai travaillé pour Yvan Bourgnon sur un trimaran, c'était les Orma. Alors il y a plus ces bateaux là aujourd'hui dans la course au large, mais c'était des trimarans très extrêmes et le bateau venait de chavirer sur la route du Rhum 2002. C'est une route du Rhum sur laquelle il y a eu beaucoup de casses, de chavirages et de bateaux cassés, et moi je l'avais rencontré pour réparer son bateau, et lui cherchait du monde pour réparer son bateau. Voilà, donc il m'a embauché comme ça et j'ai atterri en Bretagne et je suis jamais reparti. Donc après j'ai bossé pour d'autres équipes. Après j'ai pu avoir mon propre bateau, un mini 650. J'ai acheté avec mes petites économies, j'ai fait un crédit et puis voilà, là c'est là que j'ai pu expérimenter mes premières navigations solo en course. Et voilà, c'est de la drogue dure depuis
depuis et je ne pense qu'à faire ça, quoi. C'est pas la première fois que tu es sur un IMOCA? Non, ça fait une dizaine d'années en fait que je travaille dans les équipes techniques sur des IMOCA à des postes de boat captain et directeur technique. Un boat captain, c'est quelqu'un qui peut remplacer le skipper quand il est pas là. Voilà, donc ça fait une dizaine d'années en fait que je skip hors course ce genre de bateau. Donc j'ai fait plusieurs 4 ou 5 traversées atlantiques retour qui sont souvent aussi bien costauds en termes de météo, mais voilà, à 3 ou à 4 personnes d'équipage, mais c'est moi qui étais le skipper et donc comme ça je découvre pas ça, quoi. Est-ce que tu préfères faire les courses solo ou à plusieurs? Écoute, alors c'est une très bonne question, c'est un exercice très différent, j'aime bien varier les deux. Après le fait de faire des courses en solo, ça veut dire que tu as souvent ton propre projet, donc moi j'ai ça d'ailleurs en perspective, je recherche des partenaires pour ça, pour avoir mon propre projet et faire des courses en solo. C'est vrai que le fait d'être en solo, ça te permet vraiment de te dépasser, tu as voilà, des objectifs, du stress différent, etc. Donc c'est un autre exercice. Par contre, la course en double ou en équipage, c'est aussi super intéressant parce que ça te permet d'aller beaucoup plus loin aussi dans l'utilisation du matériel. Souvent, on met un petit pied sur le frein quand même quand on est en solo. En double ou en équipage, on est carrément au taquet, quoi. Voilà, c'est un peu une autre dimension. On se sent un petit peu plus en sécurité aussi quand on est en double, quand on dort. On n'a pas le même stress qu'en solo parce que on sait qu'on peut se reposer tranquillement parce qu'on a l'équipier, enfin le co-skipper ou le skipper qui est là et qui gère, quoi. Voilà. Et en équipage, j'ai pu expérimenter ça en IMOCA avec l'ancienne équipe pour laquelle je travaillais avec Thomas Ruyant, et on a fait The Ocean Race Europe qui est un peu les prémices de The Ocean Race qu'on a pu voir l'année dernière en début d'année. Donc là on était 5 à bord et c'est vrai que c'était un super exercice de pouvoir pousser encore plus loin la machine, de faire des manœuvres. En fait c'est surtout faire des manœuvres un peu osées qu'on normalement on ne fait pas en double ou en solo, et c'était vraiment très sympa. C'est comment la vie sur un bateau quand on est plein justement ou quand on est justement deux? Bah écoute, alors quand on est plusieurs, par exemple comme The Ocean Race Europe là que j'ai pu faire à 5, après c'est des plus petites étapes, tu vois, c'était des étapes de 4-5 jours maximum. C'est vrai que c'est pas des bateaux conçus pour ça au départ, donc tu te marches un petit peu dessus. Mais bon, finalement, on faisait des rotations, tu vois, d'équipes de 2 personnes. Donc après, on a dû adapter un tout petit peu l'intérieur pour qu'il y ait 2 personnes qui se reposent plutôt qu'une. Mais finalement, dans le cockpit, à part les grosses manœuvres, on se mettait les 5 dehors et finalement, t'en as un qui est sur le pont, 2 à la colonne, un autre qui barre. Bon, finalement, tout le monde a trouvé sa place. C'est vrai qu'en double ou en solo, c'est beaucoup plus adapté, quoi. On a les winches et sont tout rapprochés pour qu'on puisse faire tout facilement. Donc à 2, c'est le super format à 2 en fait. Et du coup justement vous êtes à 2 avec Damien Seguin. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous êtes tous les deux? Là la rencontre, se dire, écoute, c'est vrai qu'on se connaissait très peu avec Damien avant de naviguer ensemble. Moi l'année dernière j'ai fait la Solitaire du Figaro, j'étais directeur technique chez Thomas Ruyant, j'ai quitté l'équipe pour me relancer, j'ai fait la Solitaire du Figaro et derrière du coup j'avais proposé un peu mes services à différentes équipes. Donc Damien a étudié mon cas, mon dossier, et ça correspondait au profil qu'il recherchait pour cette saison. Donc finalement on s'est rencontrés, le courant est bien passé, on s'est laissé un petit temps de réflexion et puis au mois de mars il m'a dit banco, ok, on va faire les choses ensemble, quoi. Du coup on a quand même depuis le mois de mars où on s'est vraiment dit qu'on allait faire la saison ensemble, on a pu quand même passer pas mal de temps ensemble, notamment sur le chantier où on a aidé l'équipe technique à faire tout le chantier de transformation. On a passé quand même du temps à faire des choses ensemble, à commencer à se connaître, faire un peu de sport ensemble, tu vois. Donc là on va naviguer, on commence à se connaître un peu déjà. C'est vrai qu'on a fait qu'une seule course au mois de septembre, le défi Azimut, qui s'est pour le coup très très bien passé, donc ça nous a aussi rassuré tous les deux sur notre capacité qu'on pensait bonne avant, mais voilà, ça nous a vraiment rassuré sur notre capacité à bien s'entendre à bord et assez complémentaire, ouais, carrément. Toi t'es associé à Mon Bonnet Rose, tu peux nous en parler un petit peu s'il te plaît? Ouais, écoute, en fait c'est une rencontre qui date d'il y a une bonne année maintenant. On s'est rencontré avec Maureen, la fondatrice de l'association, au départ de la route du Rhum l'année dernière. Le courant est hyper bien passé, on s'est vachement entendu sur les valeurs humaines générales qu'on avait tous les deux. C'est parti de moi je cherche à monter un projet pour la prochaine route du Rhum en solitaire, et elle, pour l'association, elle rêve d'avoir un bateau à leur couleur. Et on s'est dit pourquoi pas faire un petit bout de chemin ensemble. Et du coup depuis ce moment-là, donc je suis devenu on va dire leur ambassadeur sur le côté sportif, et on essaie ensemble de monter un projet pour avoir un bateau rose au départ de la route du Rhum dans 3 ans, et on recherche des partenaires pour ça qui pourraient s'effacer un peu derrière la cause en finançant le projet sportif, mais pour mettre en avant l'assaut. Plutôt mal de mer ou mal de terre? Écoute, alors le mal de mer, moi ça me peut m'arriver de temps en temps, mais c'est assez rare. Et mal de terre, souvent mal de terre. Ça dure 2 jours, on a l'impression d'être bourré, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Mais comme ça, quand on boit le petit punch à l'arrivée, du coup on n'est pas sûr que ce soit le petit punch.
c'est pas mal. Est-ce que tu as un souvenir en mer qui t'a vraiment marqué, que ce soit positif voilà, positif peut-être. Alors oui, il y en a plein. Je peux en dire 2 ? Ouais, il y en a. Il y en a 2 qui me viennent en tête comme ça. Ma première transat en course en solo, la mini transat, elle partait de La Rochelle jusqu'au Brésil, à Salvador de Bahia. Et donc on passait par le fameux poteau noir, comme on va faire là sur cette transat Jacques Vabre. Et le poteau noir, c'est un endroit un peu mystique, avec des orages, des grains, la météo qui est un petit peu folle. Ça ne répond à plus aucune logique scientifique. Et en fait, ce qu'on voit en mer quand on arrive dans cette zone-là, on est sous le soleil des alizés avec des petits nuages, le vent est bien stable, la mer est bleue, on est sous spi, tout va bien, ça glisse. Et devant nous, je me souviens de ça, c'était noir en pleine journée avec des éclairs. Et je me souviens de regarder au-dessus de moi, c'était tout bleu, et derrière moi, c'était tout bleu, il faisait beau. Et j'allais dans la gueule du loup. En pleine journée, c'était noir volontairement. Je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer ? Et j'étais assez angoissé. Au final, ça s'est plutôt bien passé, mais c'était quelque chose de très très marquant. Et une deuxième petite anecdote un peu marrante, pareil toujours en mini, mais dans l'Atlantique, il y a des poissons volants. Poissons volants, donc c'est des poissons qui échappent aux prédateurs qui sont dessous. Ils ont des nageoires, des grandes nageoires en forme d'ailes, donc ils volent au-dessus de l'eau, des fois sur des centaines de mètres. C'est assez rigolo à voir. Et comme ils volent, nous, en fait, quand on passe avec nos bateaux, on les effraie aussi, donc ils se mettent à voler, ils partent, ils s'échappent en volant. Et donc la nuit, des fois, on voit rien, il n'y a pas de lune, pas de lumière. Et je me suis pris un poisson volant dans la gueule. Et donc j'ai cru que quelqu'un me giflait, sauf que j'étais tout seul à bord. Et sur le coup, j'ai pas compris ce qui se passait quoi. Parce que quasiment tous les marins l'ont vécu une fois, mais bon. C'est un petit truc, personne ne dit, mais toi aussi t'as eu le poisson, oui. C'est ça. Moi j'ai une dernière question curiosité, c'est justement ça m'y a fait penser avec ce que tu dis, avec le poteau noir, etc. Est-ce que la spiritualité à ce moment-là est importante pour les marins ? Parce qu'on a souvent vu dans l'histoire des marins qu'il y avait toujours Sainte Thérèse ou ce genre de sainte qu'ils appelaient souvent. Est-ce que pour toi c'est important la spiritualité quand tu vois ce gros poteau noir arriver, etc. et tu dis quand même j'espère que je suis pas tout seul à ce moment-là. Et t'es pas obligé de répondre, hein. T'es pas obligé. Non écoute, moi je suis pas, non j'ai pas trop ce genre de croyance, donc non ça m'atteint pas trop. Et non j'ai pas de gris-gris spiritueux à bord. Non par contre si j'ai un petit gris-gris aujourd'hui qu'on a pu mettre dans le bateau grâce à l'assaut justement. Elles ont confectionné à la main un petit bonnet rose en laine et ce qui est chouette c'est que Damien il a aussi ses petits gris-gris, lui c'est des cochons. Donc il y a un petit cochon pareil tricoté à la main qui est dans le bateau et donc on a pu mettre le petit cochon avec son petit bonnet à côté. Donc on va essayer de leur faire traverser la transat l'un à côté de l'autre, voilà. Super, merci beaucoup de ton temps et puis bonne course. Merci Laurent Bourgas, merci Damien Séguin. Prenez beaucoup de plaisir et racontez-nous de belles histoires à bord de ce voilier groupe Apicide. Merci à tous les deux. Un parcours impressionnant qui, je suis sûre, et en tout cas on le lui souhaite, va poursuivre son ascension. Merci à Laurent Bourgas pour ce moment d'échange et de partage d'expérience. Bonne course, on espère qu'il fasse plus beau en Martinique. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio.